Blade était un dégénéré sans charme qui a pris sa retraite de ses devoirs de héros pour trouver un remède à sa virginité. Cependant, après s'être inscrit dans une école pour chevalier, il s'est retrouvé détesté par les méchants populaires, alors il a décidé de tout donner pour les soumettre. Mais avant tout cela, Blade est allé tête à tête avec le Seigneur Démon, et après avoir détruit leur environnement à la manière de Dragon Ball Z, ils se sont affrontés avec leurs armes, ce qui a conduit à leur décès, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Quelques mois plus tard, Blade a enfin réalisé l'un de ses souhaits, qui était de s'inscrire dans une académie et de vivre comme une personne ordinaire. Et une condition préalable très importante pour cela est de se faire des amis. Plein de confiance, il a approché tout le monde et a demandé à un bon nombre d'entre eux d'être ses amis jusqu'à ce qu'il finisse par rencontrer Ernest Fleming, un beau gosse hors de sa catégorie qui ne se souciait pas du tout du novice. Après avoir réalisé qu'il était un nouvel étudiant, elle s'est fâchée contre l'école pour avoir abaissé ses standards en acceptant un type louche qui lui a dit clairement que son intention était d'avoir un harem. Offensée, elle traîna Blade jusqu'au bureau du principal pour qu'il se fasse expulser, mais réalisa ensuite que non seulement leur nouveau principal Jill était le roi du pays, mais qu'il connaissait personnellement Blade et voulait lui parler en privé. Laissant Blade seul, le roi lui demanda de retrouver ses pouvoirs de héros, mais Blade refusa, affirmant qu'il voulait être aussi normal que les personnages secondaires qui regardaient ce récapitulatif. Comme si le roi avait jeté les idéaux du garçon à la poubelle, il a insisté pour que Blade retrouve ses pouvoirs afin qu'il puisse former ses élèves. Plus tard à midi, Ernest s'est affolée quand elle a vu Blade se présenter au cours avancé, alors elle a conclu qu'il avait graissé la patte des examinateurs. Elle a été encore plus offensée par son attitude décontractée après l'avoir vu serrer la main de toutes les dames, y compris Sophie Wren. Ernest a immédiatement fait passer Blade en jugement, et quand on lui a donné une armure à rayer, il a non seulement détruit la cible, mais toute la zone environnante, y compris l'armure scénaristique d'Ernest. Nice. Depuis lors, elle est devenue curieuse, et elle l'a autorisé à manger avec elle pendant le déjeuner. Là, Blade lui a dit qu'il la voulait pour le dessert. Plus tard ce soir-là dans son dortoir, en prenant une bouffée de son oreiller qui lui rappelait Blade, son épée l'appela réclamant du sang, et elle a dû faire preuve de toute sa détermination pour y résister. Le lendemain sur le terrain d'entraînement, Aratas a combattu contre Léonard et Sophie, s'épuisant jusqu'à s'évanouir, alors Blade l'a emmenée à l'infirmerie et l'a taquinée à propos du test de grossesse avec double ligne. Au début, le médecin n'était pas d'accord pour la laisser partir, mais avec son aide, elle a pu sortir de l'endroit et retourner à son cours. Plus tard, Blade s'est connecté à la base de données de l'académie et a lu des informations sur l'épée maudite d'Ernest, qu'il soupçonnait être à l'origine de son dilemme. Il l'a ensuite confronté à ce sujet, et après avoir entendu un peu de son histoire, il l'a convaincu de faire un pacte avec. Quelques instants plus tard, Aradis a fait ce qu'il lui a dit, mais elle a fini par se faire exploser par Timu. Dans son paysage mental, elle luttait avec Asmodus, le démon dans son épée, et avec le soutien de la lame, elle le maîtrisa, le forçant à accepter le pacte. Le lendemain, pendant l'entraînement, Ernest réprimanda Blade pour ne pas avoir prêté attention à l'élève qui s'était mesuré à lui. Soupçonnant que quelque chose était différent chez elle, Blade essaya très fort de deviner ce qui se passait, mais sa mémoire déjà saturée se bloquait comme un circuit défectueux. Puis il remarqua Sophie s'entraînant seule, alors il alla la voir pour l'aider. D'abord, il a pris son temps pour qu'elle baisse sa garde. Puis, il a essayé de la convaincre d'essayer son Excalibur. Malheureusement, l'instructeur a terminé le cours pour la journée, empêchant Blade de séduire la fille stoïque. Plus tard dans la soirée après l'école, Blade a essayé d'enseigner à Sophie l'art de l'épée. Au début, elle avait du mal, balançant l'épée dans tous les sens, mais il démontre comment appliquer l'esprit de combat et coupe facilement l'armure comme du beurre. En quelques heures, Sophie a appris les bases et pouvait facilement couper l'armure. Cela a rendu Blade heureux et il l'a encouragé, alors Sophie lui a demandé si elle pouvait vaincre Aratas, mais Blade a eu du mal à répondre. À sa surprise, Sophie l'a enfermé entre ses cuisses, lui donnant un accès privilégié à son espace sécurisé. Et elle a dit à Blade qu'elle se tiendrait à son style de combat rapproché contre Aratas. Plus tard, le principal a appelé Blade dans son bureau et lui a demandé son rapport de progrès. Blade l'a alors informé qu'il avait réussi à se lier d'amitié avec Aratas et Sophie. En entendant cela, Jill l'a informé que le vrai nom de Sophie n'était pas Sophie Wren, mais le 12e duplicata de Sophia créé par un groupe malveillant pour la surpasser. Malheureusement, elle était considérée comme incomplète, c'est pourquoi elle ne répondait qu'aux ordres. Réalisant qu'il était la cause de la situation de Sophie, Blade sortit en trompe du bureau, se reprochant de lui avoir volé sa vie. En un instant, il se décida à l'aider à retrouver une vie normale. Malheureusement, il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait d'être normal, alors il demanda au médecin de l'école et faillit se retrouver impliqué dans une séance de jeu de rôle avec elle. Après avoir obtenu une réponse d'elle, il s'enfuit pour demander à Léonard avant de se précipiter à la porte d'Aratas et de lui demander ce qu'une rencontre signifiait. Choqué par sa question, la tsundere rougit en se laissant aller à penser qu'ils allaient trop vite. Après qu'elle lui a expliqué ce que cela signifiait, il l'a laissé tomber et s'est précipité à la recherche de Sophie. Il est entré nonchalamment dans le vestiaire des filles et a admiré la poitrine de Sophie avant de lui proposer un rendez-vous. Plus tard dans la soirée, Sophie est arrivée juste à temps et l'a vu tenir un guide de rencontre qu'il avait lu auparavant. Au début, il s'est embrouillé sur ce qu'il devait faire, mais Sophie a pris les choses en main en lui tenant fermement les mains et en se dirigeant vers le premier lieu sur la liste. Pendant ce temps, Aratas s'est associé avec Jessica et Claire et ils ont surveillé les mouvements de Blade et Sophie. Là, ils se sont liés d'amitié avec elle, ce qui rendit l'impératrice de fer très heureuse. À un moment donné, Blade a partagé un verre avec Sophie et réduire la distance entre eux a fait battre son cœur plus vite. Plus tard dans la nuit, Sophie a remercié Blade de lui avoir accordé tant de temps à l'écran. Elle lui a donc demandé pourquoi il mettait tant d'efforts, il a essayé de cacher ses véritables intentions avec un sourire, mais elle a vu clair en lui et puis elle lui a révélé qu'elle était l'héroïne artificielle. Sophie a ensuite montré certains des pouvoirs du héros avant lui, se dévalorisant en disant qu'elle n'était pas la vraie héroïne. Incapable de réprimer sa culpabilité, Blade lui a avoué qu'il était le héros et s'est excusé de lui avoir rendu la vie misérable en étant le standard pour elle. Mais à sa surprise, Sophie ne le détestait pas. Au lieu de cela, elle l'a appelé un grand héros et lui a dit qu'elle voulait être comme lui. Avec cela, ils se sont tenus par la main et ont décidé que son titre serait leur petit secret. Quelques jours plus tard, pendant la pause à la cafétéria, Blade
Blade a bourré son ventre de riz et de curry, et il en a eu sur le visage, alors Ernest l'a signalé, et à sa grande surprise, Sophie l'a nettoyé pour lui agissant comme une femme dévouée, ce qui a immédiatement fait paniquer Ernest. Jessica et Claire, qui se sont liées d'amitié avec Ernest pendant qu'elles suivaient Blade l'autre jour, sont apparues et les ont rejointes à sa table. Elles ont demandé curieusement à Blade s'il aimait leur tenue, et c'est alors qu'il a réalisé qu'elles étaient passées à la classe avancée. Ils discutent de ce que le directeur avait prévu pour eux, car ils ont entendu dire qu'il prévoyait d'amener une bête magique à l'école ce jour-là. Soudain, ils ont tous ressenti des tremblements résonner autour d'eux, et bien qu'ils étaient troublés, Sophie a murmuré à Blade comme Lois Lane à Clark de faire son devoir héroïque. Le bruit s'est amplifié et ils ont finalement vu la cause. C'était un dragon qui a surgi dans le couloir se dirigeant vers la cafétéria. À ce moment-là, Blade s'était précipité vers le tumulte comme Sophie le voulait et dès qu'il a vu le dragon, il a sauté dans les airs et l'a frappé au sol. Blade leur a ensuite dit que le dragon était un bébé. Il a donné sa nourriture à la créature, pensant qu'il était normal de dompter les monstres, mais le regard effrayé qu'il a reçu de l'étudiant lui a fait réaliser qu'il agissait hors des normes pendant qu'il essayait de s'en sortir par une explication maladroite. Le dragon s'est transformé en fille, ne sachant pas où le dragon était allé. Il a regardé autour de lui, alors Aratas lui a dit qu'il s'était transformé en la fille à proximité, mais Blade a refusé de la croire. La fille s'est ensuite accrochée à Blade, l'appelant son parent. N'ayant pas d'autre choix, Blade l'a recueillie et l'a nommée Koa. Plus tard, tout en prenant un bain, il s'est occupé de la fille comme un père. Ernest est ensuite entré dans sa chambre et lui a expliqué que la raison pour laquelle Q pouvait se transformer en humain était peut-être qu'elle était facilement maîtrisée par un. Ernest réalisa soudain que Blade l'avait Q, alors elle se fâcha contre lui et laissa son empreinte sur son visage pour avoir rejeté son eau de bain. Le lendemain à la cafétéria, Q se comporta en enfant gâté devant les autres, s'accrochant à Blade seul, et comme un cerbère, elle empêchait les autres de la laisser passer. Ses actions firent baisser encore plus l'estime de Blade, et pendant l'entraînement, le reste des étudiants refusa de lui parler, l'isolant pour avoir conquis un dragon possessif. Q est arrivé peu après, voulant l'amour et l'attention de Blade, mais elle a vu qu'il était occupé, alors elle l'a laissé. En arrivant à la classe intermédiaire et débutante, Q a repéré un groupe d'étudiants qui l'ont invité à s'entraîner avec eux, mais les dragons leur ont tristement informé qu'il ne lui arriverait pas à la cheville. Elle est partie frustrée et à sa surprise, elle est tombée sur Blade. Plus tard dans la nuit, pendant que Q dormait, Aratis est venu frapper pour jeter un coup d'œil à la saucisse de Blade, alors il se dirige vers le toit où personne ne les dérangerait et parle du fait que Q est un effet de la mauvaise éducation de dragon. Aratis a ensuite informé Blade qu'il ne pourrait pas protéger Q pour toujours, et il était d'accord avec elle. Mais après avoir vu à quel point il était sérieux à propos d'élever le dragon, elle l'a informé que Sophie était également inquiète pour lui. Sophie est immédiatement apparue sur le toit, alors Blade l'a rassuré qu'il allait bien et qu'il s'occuperait de tout. Avec cela, les filles ont pris congé. Juste après leur discussion, il retourna dans sa chambre mais ne trouva pas Q là-bas. Alors il sortit et la vit sur le toit et monta pour la rejoindre. Elle regardait les lunes, faisant référence à la façon dont la plus jeune se tenait aux côtés de la plus grande, qu'elle appelait son parent. Blade lui demanda alors ce qu'elle ressentait au sujet d'avoir des amis, mais Q ignora la question, disant que les dragons n'avaient pas besoin de compter sur les autres puisqu'elle l'avait lui. Le lendemain, Blade a évoqué le problème de Q au directeur, et il s'est rappelé à quel point le vieux bon à rien était inutile quand il s'agissait d'affaires importantes. Après l'école, Blade est retourné à son dortoir et a vu Q jouer à la dinette avec des poupées. En l'observant attentivement, il a réalisé qu'elle connaissait les noms de tous les élèves de l'école et qu'elle voulait être amie avec eux. La réalisation a servi de coup bas qu'il a marché devant Aratis et a frappé sa tête contre le mur à plusieurs reprises avec regret. La rouquine l'a rapidement arrêté et a exigé qu'il lui dise ce qui n'allait pas, alors il s'est ouvert à elle à propos de la situation du dragon, comment Q ne pouvait se lier d'amitié avec personne de plus faible qu'elle à cause de sa nature, mais elle voulait être amie avec eux. Ernest s'est mis en colère et l'a réprimandé de ne pas avoir tendu la main vers elle tout ce temps. Elle se sentait mal parce qu'il disait qu'ils étaient amis. Pendant ce temps, il pensait pouvoir gérer la situation seule. Cette fois-ci, elle a décidé de prendre les choses en main. Ainsi, le lendemain, ils ont abordé le terrain d'entraînement intermédiaire et se sont adressés aux étudiants, leur demandant de combattre Q et de la vaincre. Logiquement, cela semblait impossible, mais les étudiants ne pouvaient pas répondre. À leur grande surprise, tous les étudiants de la classe avancée se sont présentés et ont fait la même chose, donc ils n'avaient d'autre choix que d'accepter la demande. Quelques jours plus tard, Q a volé jusqu'au terrain d'entraînement où plus d'une centaine d'étudiants se préparaient à l'affronter. Pendant ce temps, Jill regardait depuis son podium, excitée par le déroulement de la bataille. Sirène, son assistante, se demandait cependant si Q reconnaîtrait la défaite si elle provenait d'un si grand nombre d'élèves. Mais Jill n'était pas d'accord, lui expliquant que les dragons voyaient les humains comme des créatures qui travaillent collectivement. Tout comme les humains ne considèrent jamais les abeilles comme lâches pour se battre en essaim. Bien que Jill soit excité, il souhaitait pouvoir voir Blade en action, mais cela ne serait pas possible puisqu'il avait déjà assommé le dragon plus tôt. Blade, en retour, souhaitait que Q puisse transformer Jill en bacon grillé. Avant le combat, Blade a encouragé Q à se donner à fond contre son adversaire pour que le match semble juste et équitable, tandis qu'Aratis, de son côté, excitait les élèves comme des chevaliers se préparant à la bataille la plus atroce jamais vue. Le match a commencé avec Q soufflant ses flammes sur eux et utilisant sa queue pour les frapper comme au ping-pong, et alors que les élèves couraient autour de peur, Aratis s'est tenu face au dragon, lui lançant sa flamme. Elle leur a ensuite rappelé de rester dans leur formation, qu'ils ont pratiquée pendant l'entraînement. Ils chargent immédiatement sur les flancs de Q et utilisent leur bouclier pour protéger les autres membres de l'escouade. Le dragon a ensuite essayé de perturber leur formation, mais ils ont lancé des attaques depuis son angle mort. Les élèves se sont alors précipités avec leur morale élevée, et Ernest a coordonné leur formation, veillant à ce qu'ils subissent le moins de dégâts possible.
Malheureusement pour eux, Kyu utilisait sa queue de manière optimale, les fouettant dans tous les sens. C'était parce que leurs attaques n'occasionnaient que peu ou pas de dégâts. Kyu a continué son saccage pendant que certains des étudiants essayaient de soigner leurs camarades blessés. Pendant ce temps, Jill s'est avancé pour rencontrer Blade, lui disant que le combat était terminé, mais Blade semblait inflexible, croyant que les étudiants avaient encore quelques tours dans leur manche. Sophie a immédiatement sauté sur le dragon et l'a frappé si fort qu'il a failli perdre l'équilibre. Ernest a ensuite enchaîné avec ses flammes, touchant le dragon en plein. Malgré l'attaque forte, Jill a conclu que ce n'était pas suffisant pour arrêter Kyu, et à sa surprise, Blade était d'accord, mais il a noté que l'attaque lourde ferait perdre à Kyu la conscience de son environnement, ce qui était ce que les étudiants voulaient au départ. Quelques secondes plus tard, le dragon est entré dans un bourbier et est tombé à plat sur le sol. Cela n'a réussi que grâce à Léonard qui a creusé le sol pendant que les autres combattaient Kyu. Malgré l'effet de surprise, Jill et Blade ont noté que l'attaque n'était pas suffisante pour vaincre Kyu, ce qui signifiait que la bataille ne faisait que commencer. Les étudiants ont foncé sur le dragon, alors elle a utilisé ses flammes contre eux, mais à sa surprise, Aratis l'a contré avec les siennes et a utilisé la capacité de son épée comme une personne dérangée. Ça laissait Asmodeus implorer de l'aide. Réalisant que sa flamme avait été éteinte, Kyu a essayé de prendre son envol pour empêcher les humains de bondir sur elle, mais Sophie a sauté dans les airs et a lancé un coup de poing amplifié par la gravité qui a envoyé Kyu s'écraser de nouveau sur la terre. Ernest a immédiatement chargé ses flammes et avec l'aide d'autres qui l'ont amplifié magiquement, elle a envoyé Kyu hors de sa forme de dragon, la laissant lutter pour reprendre son souffle. Avec le match enfin terminé, Kyu se sentit triste d'avoir perdu, pensant que Blade l'abandonnerait pour être faible, mais il jura de ne pas faire une telle chose et corrigea sa notion en disant qu'elle n'était pas faible, mais que les humains étaient simplement plus forts. Il lui expliqua ensuite quoi faire, et au début, Kyu essaya d'être méchante à ce sujet, mais après une tape sur la tête, elle supplia tout le monde de devenir ami avec elle, et ils acceptèrent tous. Quelques jours plus tard, Jill a organisé la construction d'un dispositif de réalité virtuelle dans l'arène pour aider les étudiants à s'entraîner au mieux. Plus tard, pendant le déjeuner, alors que les étudiants nourrissaient Kyudo, Blade remarqua qu'Aratis était devenue beaucoup plus ronde, et alors que les autres essayaient de le faire taire, il lâcha négligemment qu'elle avait pris du poids et était devenue plus grosse, ce qui la poussa à s'enfuir honteusement en le traitant d'imbécile. Les autres le grondèrent pour sa remarque brutale, et Jessica dit qu'elle ne serait pas surprise si Aratis en avait fini avec lui. Ne sachant pas ce qu'elle voulait dire, il se sentait très mal et boudait comme un enfant, mais les autres sont arrivés et lui ont dit ce qu'il devait faire. Il s'est rapidement décidé à s'excuser auprès d'elle, mais les filles l'ont arrêté, sachant très bien qu'il ne savait pas pourquoi. Elles ont alors proposé de l'accompagner, car il pourrait gâcher toutes ses chances avec sa bouche à plusieurs niveaux. Plus tard dans la nuit, ils ont frappé à la porte d'Aratis pour l'informer que Blade était venu s'excuser, mais ils n'ont pas obtenu de réponse. Alors Jessica a sorti un outil et a bidouillé son verrou. Après être finalement entrée, ils l'ont entendu faire des bruits étranges, comme si elle atteignait l'extase dans le noir, mais Kyu l'a rejointe après avoir senti quelque chose de sucré. Curieux, les autres ont allumé les lumières et ils ont découvert qu'elle grignotait beaucoup de sucreries. Ernest a ensuite expliqué que depuis leur combat contre Kyu, elle avait tout le temps faim, et ce n'est que récemment qu'elle a réalisé que les friandises sucrées existaient. Pour clarifier les choses, Blade a confirmé qu'elle ne l'évitait pas parce qu'elle était en colère contre lui, mais qu'elle ne pouvait pas se résoudre à lui parler en ressemblant à un ballon. Réalisant qu'Arata le considérait toujours comme son ami, Blade s'éloigna avec désinvolture. Les autres l'arrêtèrent rapidement et exigèrent qu'il aide Arata à combattre ses habitudes en lui disant quelque chose de gentil. Comme prévu, Blade a raté sa chance en lui demandant si elle le voulait en dessert. Alors ils l'ont grondé et ont demandé à Léonard de lui montrer comment faire. Aussitôt que le simplet a eu une chance, il s'est précipité vers Arata et lui a déclaré ses sentiments, disant que sa taille n'importait pas. Malheureusement pour lui, elle s'est énervée et l'a frappé pour l'avoir traité de grosse. Blade lui a alors offert une épaule pour se reposer, lui promettant qu'il l'aiderait à retrouver sa forme. Le lendemain, Arata a couru comme si elle avait le poids du monde dans son ventre. Ils ont essayé de la mettre en forme en l'aidant à brûler des calories grâce à des abdominaux, des squats, des pompes et même en contrôlant son alimentation. Mais quand elle est montée sur la balance, elle affichait à suivre. N'ayant pas d'autre option, Arata a décidé d'essayer une dernière chose qui était de s'entraîner avec Blade. À l'arène, elle lui a demandé s'il la laisserait avoir sa saucisse premium si elle réussissait son coup, et il a accepté, même si elle ne devrait pas avoir le droit de grignoter quoi que ce soit. Avec cela, elle a sorti son épée maudite, puis a invoqué la flamme d'Asmodée. Heureuse d'être sortie, le démon de la flamme lui demande qui il doit combattre, mais elle le choque en disant qu'elle l'utilise simplement pour brûler ses calories. Avec la haute consommation d'énergie de la flamme, Arata est redevenue en forme en un rien de temps, mais avec une clause. Elle a souffert de violentes fringales qui lui ont fait presque perdre son humanité et elle a regardé ses amis comme KFC. Sans perdre beaucoup de temps, elle s'est précipitée vers eux comme s'ils étaient un buffet à volonté en offre limitée. Mais Blade a utilisé la pression de son épée pour éteindre ses flammes comme une bougie, la ramenant à la normale. Peu de temps après, elle s'est réveillée dans ses bras et il l'a félicitée pour son bon travail. Plus tard dans la soirée, lorsque ses amis sont venus lui rendre visite, ils l'ont vue se régaler de sucreries et elle avait retrouvé sa stature rondelette. Pour se défendre, elle a dit qu'elle pourrait facilement revenir en arrière en utilisant les flammes de son épée pour brûler ses calories.
Une fois à l'infirmerie, le médecin a examiné Blade et l'a informé qu'il était à 30% par rapport à son apogée et que s'il essayait d'atteindre cette valeur, il se mettrait en danger de mort. Il a quitté l'infirmerie et est tombé sur Claire, qu'il a présenté à Maria, un personnage de fond à 4 yeux qui pourrait être pris pour une affiche murale. Étonnamment, Blade s'est souvenu de son combat exotique contre Q, comment elle a tapissé son visage à maintes reprises sur le champ de bataille. Blade l'a traité de maladroite, mais en réalisant comment cela l'affectait, il s'est rapidement excusé. Maria lui a ensuite demandé une faveur, à savoir de l'envoyer dans l'au-delà si elle perdait jamais le contrôle. Peu après, elle a dit à Blade et aux autres qu'il y avait quelque chose d'autre qui existait en elle. Avant que les autres ne puissent lui dire d'aller à l'hôpital, Blade a confirmé qu'elle était un démon. Maria leur a ensuite expliqué que chaque fois qu'elle perdait le contrôle de l'être en elle, elle cassait des choses et agissait de manière maladroite. Elle lui a alors demandé de l'aide parce qu'elle n'avait nulle part où se tourner. Et si les choses avaient continué ainsi, elle aurait été expulsée de l'école. Ému par l'histoire de Maria, Blade et les autres ont proposé de l'aider. Plus tard dans la soirée, ils se retrouvent à l'arène où Blade s'est assuré de mettre une barrière très solide. Il a ensuite demandé à Maria de lâcher prise, mais elle a refusé. Effrayée qu'elle devienne incontrôlable, Blade et Arata ont dû la rassurer encore et encore avant qu'elle puisse accepter. Avec cela, elle a enlevé ses limiteurs en faisant référence au légendaire combat Lee contre Gaara. Après s'être débarrassée de son collier, des ailes ont poussé et un symbole démoniaque a brillé sur sa tête. L'alter ego de Maria s'est alors proclamé avec arrogance comme le roi démon, leur ordonnant de s'incliner devant elle. Au début, les autres l'ont prise pour le roi démon, mais Blade a dit le contraire. Immédiatement, la tempétueuse Arata prit la transformation de sa flamme et sauta sur le soi-disant roi démon. Mais d'un geste de son bras, la pression de l'air souffla les flammes d'Arata comme une bougie, l'envoyant s'écraser au sol. Léonard chargea aussi avec sa lance, et à ce moment-là, il est utilisé comme un dispositif de l'intrigue pour montrer à quel point Altamaria est forte, car elle a immédiatement repoussé Léonard comme un insecte agaçant. Sophie se précipita alors vers le roi démon et l'attrapa avant d'appliquer la gravité sur elle. Q se transforma immédiatement en dragon et lança son souffle sur le démon, mais l'alternative Maria compressa simplement ses flammes en une petite boule avant de la frapper avec. Le résultat final a laissé Q étalé comme Yamcha. Avec les autres facilement mis hors de combat, Blade a décidé de l'affronter. Au début, il a essayé de se battre contre elle sans intention de tuer, alors elle l'a incité à continuer en le frappant et en essayant de le maîtriser avec une attaque. Dans le processus, son épée s'est réduite en poussière, alors Arata est apparue et lui a tendu sa lame maudite. Amusée, alternative, Maria les a regardés et a dit avec assurance à Blade de donner le meilleur de lui-même, alors il lui a montré qu'il n'était pas son jouet en augmentant sa puissance magique dans l'épée maudite, jusqu'à ce que l'arme le supplie d'arrêter. Il a ensuite lancé son attaque sur le démon et elle l'apparaît, pensant que c'était fini. À sa surprise, plus de flammes continuaient à jaillir et elle se demandait qui était exactement le garçon devant elle. L'attaque non seulement a fissuré son bouclier et l'a frappé directement à la tête, mais elle a brisé la barrière et a presque détruit son environnement. Blade, qui était visiblement épuisé, a confirmé que tout le monde respirait encore avant de s'effondrer. Plus tard, il s'est réveillé à l'infirmerie et la doctoresse s'est accrochée à lui avec inquiétude, lui donnant un massage facial de premier niveau avec sa poitrine tout en le grondant pour avoir risqué sa vie malgré ses avertissements. Blade l'a rapidement serré dans ses bras et s'est excusé de lui avoir causé des ennuis. Et après qu'elle se soit calmée, il a appris que ses amis allaient bien. Le lendemain matin, alternative. Maria est entrée dans l'école en captivant les garçons qui voulaient tenter leur chance avec elle. Blade l'a salué et elle a confirmé qu'il était le grand héros. Curieux, il lui a demandé son nom, mais elle lui a dit qu'elle n'en avait pas et quand elle est partie, les autres l'ont appelé Dimao. Plus tard, Blade a rencontré Jill et a appris du principal que, bien que la mère de Maria était humaine, son père était l'ancien roi démon. Les jours passent, et Blade observe que Dimao est devenu populaire à l'académie, se demandant s'il était acceptable de la laisser faire ce qu'elle voulait. Mais puisque le principal a dit qu'il prendrait la responsabilité, ce n'était pas une affaire qu'il pouvait poursuivre. Pourtant, Dimaoad aimait la fille populaire du lycée que les garçons iraient dévoir dans leur dortoir. Après son départ, Claire se demanda pourquoi Maria n'était pas revenue depuis la grande révélation de Dimaoad, et elle espérait qu'elle reviendrait bientôt. Plus tard dans la nuit, alors que Blade regardait sa fille Dragon, Dimao est apparue dans sa tenue de succube et lui a proposé un rendez-vous. Même s'il a refusé, elle n'a pas pu accepter un non comme réponse. Alors, elle l'a emmené dans les airs et a contemplé les belles lunes. Dans le ciel nocturne, Blade a appris non seulement le manque de confiance en soi de Maria, mais aussi l'existence de Dimao il y a 5 ans. Ensuite, elle l'a emmené sur le toit et lui a montré ses plans. Mais Blade n'a pas réagi car il avait déjà calmé son tigre quelques minutes avant son arrivée. Dimao se sentait impuissante en voyant qu'il ne tombait pas sous son charme. Alors elle a avoué franchement qu'il était la raison de sa présence à l'académie et qu'elle ne comprenait pas comment il l'avait élevé et ajouté à son club de harem. Sur un ton sérieux, il lui a révélé qu'il mourrait s'il utilisait jusqu'à 15% de ses pouvoirs. Et elle a dit que le combattre ne valait pas son temps, mais qu'elle s'assurerait de le terminer si elle devait quitter l'école. Dimao lui a tenu les mains et lui a avoué ses sentiments, tout en demandant sa mayonnaise premium. Mais il préférait qu'il se batte dans l'arène. Dimao lui a ensuite expliqué comment la conscience de Maria l'empêchait de retirer le pendentif de son cou. Elle se disait être le produit du désir de Maria, engendré par la haine envers son père qui l'avait abandonné, causant ainsi ses souffrances et celles de sa défunte mère. Actuellement, Maria était piégée profondément dans le subconscient de Dimaoas.
et il y avait une forte possibilité qu'elle ne revienne jamais. La raison pour laquelle elle s'est confiée à Blade était qu'il était plus semblable à son espèce qu'aux humains. Quelques jours plus tard, Elisa, une nerd et amie de Maria, a rejoint les autres à la cafétéria et a juré que le pendentif était un objet de scellement. Lorsqu'on lui a demandé comment prouver son hypothèse, Elisa leur a dit « Faites-moi confiance, frère ». Elle a continué à baragouiner sur le fait que le pendentif était un appareil d'enregistrement et pourrait contenir un message de sa mère, et que décoder le message pourrait faire disparaître Dima Ohad pour toujours. Bien qu'il connaissait les conséquences, Dimao a accepté. Alors Elisa a décrypté le message et ils ont vu un hologramme du Seigneur Démon disant qu'il partait en bataille et qu'il ne s'en soucierait pas si Emilia, la mère de Maria, lui en voulait. Tandis qu'il révélait son choix de prénom et l'avenir de son enfant à naître, Dimao avait une bataille intérieure en préparant Maria pour qu'elle décide si elle voulait revenir. À la fin du message, Dimao versait des larmes en leur disant que Maria referait surface à tout moment. Elle a ensuite ordonné qu'ils invoquent le nom de leur ami à l'unisson. D'une voix ferme, ils l'ont fait et Maria a repris connaissance. Le dernier message de son père lui est alors venu à l'esprit, alors elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Quelques jours plus tard, Maria a affronté Blade dans l'arène, mais juste avant le début du match, elle a enlevé ses lunettes, révélant sa deuxième personnalité, Dimmu, ce qui signifiait qu'elle avait équilibré les deux personnalités. Après un long moment, Blade et les trois filles les plus importantes se dirigent vers la ville et festoient autour d'un pudding en seau. Après le repas, ils tombent sur Dion, une centaure, qui se trouvait à prendre une calèche pour leur école. En apercevant Blade, elle a failli révéler qu'il était le héros, mais il l'a arrêté et lui a dit de garder le secret. Les filles se demandaient comment ils se connaissaient, mais Blade et Dion ont heureusement réussi à s'en sortir sans révéler le secret. Dion a ensuite demandé à Blade, comme une épouse jalouse, si les filles étaient ses compagnes de nuit, mais il lui a dit qu'elles étaient des amies, qu'elle ne devait pas s'inquiéter. En voyant que Dion était une connaissance de Blade, Q a proposé de l'aider avec la calèche. Elle a donc demandé où Dion se dirigeait et le centaure a pointé vers l'école. Avant qu'il ne puisse lui demander pourquoi, Jill est apparue et a désigné Dion comme instructrice de l'académie. Peu après son arrivée à l'académie, Dion a démontré son talent sur le terrain d'entraînement en traversant à toute vitesse une série de fers divins, les faisant fondre comme de la cire de bougie. Juste après, elle s'est présentée comme Dion la lance démoniaque, et entendre ce titre a rendu les étudiants très honorés car elle était la commandante de la cavalerie du royaume. Par habitude, Dion leur a dit qu'elle n'était pas aussi accomplie que le héros, ce qui a fait se demander à Eratis qui était ce grand héros et comment Dion connaissait Blade, qui ne devrait pas être lié au sujet. Curieux, Claire et les autres décident d'enquêter sur comment Dion connaissait Blade. Après leur entraînement, alors que les étudiants se détendaient dans le bain, Claire et Jessica, curieuses du passé de Blade, lavaient le dos de Dion pour qu'elle baisse sa garde et leur parle de Blade et de leur rencontre. Blade, quant à lui, se mit à laver les cheveux de Q, mais il ne put s'empêcher d'entendre les bruits étranges venant de l'autre salle de bain. Il est donc entré comme un officier de police et a été béni par des melons de tailles différentes. Ernest s'est énervé et a tenté de lui crier de sortir de leur salle de bain, mais il lui a rappelé qu'il avait une autorisation. Jessica les a ensuite informés qu'il avait l'âge mental d'un enfant de 5 ans, et elle a vérifié sa théorie en montrant ses pêches. Mais Blade est resté calme tout en gravant l'image dans sa mémoire. Sur le sujet des enfants de 5 ans, Dion se souvenait que c'était l'âge de Blade lorsqu'elle l'avait rencontré pour la toute première fois. Inquiet, Blade tenta de l'empêcher de dévoiler le secret, mais Dimao l'arrêta discrètement, disant qu'elle s'intéressait à son passé. Quelques minutes plus tard, ils se détendent tous, et Dion continue son récit de comment Blade était si féroce qu'il a planté ses dents dans ses gâteaux en pensant qu'elle était son dîner. Et il a laissé une marque sur Dion qui l'aiderait à se souvenir qu'il était son premier. Des années plus tard, Dion s'était tellement bien entraînée qu'elle a rejoint les forces du héros. Dans la salle de bain, alors qu'elle parlait de son accomplissement avec le héros, Blade parlait anxieusement à Sophie, espérant qu'il ne serait pas découvert. Et Sophie le rassura, disant que tout le monde avait l'image mentale du grand héros étant bien plus vieux. Soulagé, Blade soupira, et Sophie lui dit que son identité était leur secret. À contre-cœur, Blade révéla que Dimmu était au courant de son identité, ce qui rendit Sophie jalouse. Quelques jours plus tard, Blade et Ernest sont allés faire des courses dans la capitale. En chemin, Ernest a appris de lui le plat préféré de Dion, alors elle lui a demandé quelle était sa relation avec Dion. De nulle part, un Simurgh, l'une des 4 bêtes sacrées continentales, a survolé la capitale royale, et Blade a assuré à Ernest que l'oiseau ne les attaquerait pas tant qu'ils ne le provoquèrent pas. À leur surprise, il a foncé sur eux, et a écrasé une calèche à proximité. Ernest a instinctivement saisi son épée, mais Blade l'a arrêté avant qu'elle ne fasse quelque chose de stupide. Juste après, l'oiseau s'envole vers le ciel et il réalise qu'il y a 2 des oiseaux rares survolant leur capitale. Confus, Ernest se demandait pourquoi ils étaient dans la capitale et alors que Blade reliait les informations, après avoir vu la voiture endommagée, il a conclu que Jill était responsable. Lorsqu'ils sont retournés à l'académie, Ernest a confronté le roi, lui demandant ce qui devait se trouver dans le carrosse de Dion pour attirer 2 Simurghs dans la capitale. Jill leur a alors révélé qu'il avait pris l'œuf de l'oiseau pour 2 raisons. La première était d'aider les Simurghs à faire éclore leur œuf, et la deuxième était de servir d'entraînement pour les étudiants. Jill les a informés que le lendemain était le seul moment restant pour les aider à faire éclore l'œuf. À ce moment-là, Eratis était d'accord avec Blade que leur directeur était fou. Le lendemain, Blade a informé tout le monde de leur mission, qui était de faire éclore la bête rare, et ils devaient le faire en défendant l'académie contre les Simurghs, qui se fâcheraient après avoir repéré leurs œufs. Quelques heures plus tard,
les oiseaux ont picoré et rejeté tous les véhicules qu'ils pouvaient trouver. Et grâce à l'évacuation préalable, aucune vie n'a été blessée. Mais pour minimiser les dégâts matériels, les étudiants se sont mis à arrêter les bêtes. Aux premières heures, ils ont essayé différentes tactiques, allant de lancer de la magie sur les oiseaux à résister à leurs mouvements. Au coucher du soleil, la grue soulevant l'œuf jusqu'au sommet du bâtiment a cessé de fonctionner et un des oiseaux était revenu. Rapidement, Sophie a demandé à Blade de récupérer l'œuf pendant qu'ils essayaient de gagner du temps. Au début, Blade a insisté pour les aider, mais Eratis lui a dit de croire en eux et de faire son propre travail. Blade a couru sur les murs comme s'il avait soudoyé la gravité et à sa surprise, Dionne a suivi le mouvement. Elle l'a ensuite porté sur son dos comme au bon vieux temps. Avec son aide, ils arrivent à la grue à temps et elle l'a également aidé à transporter l'œuf au sommet du bâtiment. Gilles les félicita pour leur bon travail et dès qu'ils aperçurent un Simurgh à l'air furieux fonçant sur eux, Gilles leur assura qu'il s'en occuperait. Malheureusement pour lui, il fut balayé comme un pion et s'écrasa contre l'œuf. Agacé, Blade utilisa l'une de ses techniques d'épée pour gagner du temps, mais il se fatigua rapidement après avoir atteint ses limites. L'œuf se fissure soudainement, révélant deux bébés Simurghs qui regardèrent Blade et Sophie, les percevant comme leurs parents. Quelques jours plus tard, alors que Blade et Ernest volent autour de la capitale sur les oisillons, Blade rit, notant qu'il a pu se faire plus d'amis. Une fois, Blade est entré avec une épée dégoulinante de sang, et il a fait face à Sophie, qui l'a informé qu'elle avait toujours voulu se mesurer à lui. Avec cela, elle a activé sa compétence d'arrêt du temps et a frappé Blade plusieurs fois. 10 secondes plus tard, après que sa capacité ait expiré, Blade l'a choqué en révélant qu'il n'était pas affecté par ses attaques, ce qui était dû au sort de durcissement de corps qu'il avait lancé à l'avance. D'un seul geste, il a plongé son épée en elle, et elle est tombée dans sa mare de sang. Après avoir abattu le dernier d'entre eux, Blade se plaint à Jill pour le sortir du jeu, mais Jill a continué, tergiversant sur la technologie virtuelle et comment elle était liée à la magie, malgré le fait qu'elle soit scientifique. Le roi a ensuite annoncé aux autres que le monde virtuel était un endroit où ils pouvaient s'entraîner librement et se dépasser eux-mêmes. Blade, quant à lui, s'est plaint de la réalité du monde virtuel et aurait du mal à le distinguer du monde réel. Jill a donc décidé d'aider en maximisant les paramètres de l'environnement pour le rendre irréaliste. Jill leur a ensuite dit que le dernier debout pourrait utiliser la machine de réalité virtuelle comme il le souhaite comme récompense. Ailleurs, Léonard a couru vers Eratis pour un combat équitable, mais elle l'a instantanément transformé en sashimi avant de le piquer plusieurs fois avec ses lames. Après avoir réussi à mettre fin à l'avatar de Léonard, Eratis a ri comme une psychopathe et s'est dirigé directement vers Blade. Pendant ce temps, Blade regardait Claire et Jessica se battre avec Cassim et Clay, et après avoir été dépassés, elles ont exhibé leur poitrine comme contre-mesure, les stupéfiant. Et en conséquence, ils ont été instantanément éliminés. À ce moment-là, Aratas est arrivée en ressemblant à la faucheuse, et elle a annoncé que faire des coups mortels aux gens dans le jeu était amusant. Concluant qu'elle était devenue folle, Blade a pris une arme et a envoyé des ondes de choc aux filles. Et après un moment à spammer le même mouvement plus vite que d'appuyer sur F5, il s'est réveillé et a découvert qu'il était le dernier debout. Alors que d'autres le félicitaient et s'attendaient à un tel résultat, Ernest boudait en se remémorant son comportement peu féminin. Et Blade l'avait blessé là où ça faisait mal avec sa langue acérée. En conséquence, ils ont débattu longuement, divertissant Gilles, le roi sans vergogne, qui aimait semer le trouble parmi ses élèves. Immédiatement, Blade a ajusté les paramètres de la machine virtuelle, la poussant à l'extrême, garantissant que des démons féroces parcouraient le monde fabriqué rempli de pièges mortels. Il a attaché le câble à Gilles, s'assurant qu'il faisait face à de telles difficultés extrêmes. Toujours insatisfait, Blade a demandé à Sirène de s'assurer que le principal continue de réapparaître encore et encore jusqu'à la nuit. Après l'entraînement, les autres, à l'exception de Cassim et Clay, les garçons qui ont baissé leur garde face aux tactiques fantaisistes de Jessica, sont rentrés heureux pour déjeuner. Alors que Blade remplissait son ventre avec son plat préféré, les filles ont remarqué que les garçons boudaient après leur défaite. Elles ont donc demandé ce qui s'était passé. Blade, qui avait assisté à la bataille en personne, a expliqué qu'ils avaient perdu contre Jessica et Claire parce qu'ils ne prenaient pas la bataille au sérieux et qu'ils sautaient toujours l'entraînement. Quelques jours plus tard, Blade et les autres ont vu une affiche des termes que le roi construisait pour eux. Alors, ils ont décidé d'aller voir l'endroit. Là-bas, ils ont rencontré Dionne, qui les a invités à se baigner dans les sources chaudes. À l'intérieur, ils ont découvert qu'il s'agissait d'une source chaude mixte, où peu ou pas de protection scénaristique était autorisée. Alors que les étudiants se détendaient, ils ont remarqué que Maria n'avait pas enlevé ses lunettes, car si elle le faisait, elle deviendrait Dimao, qui dévoilerait ses gâteaux et sa poitrine à l'ensemble de la population. Les garçons étranges aux sources étaient les garçons boudeurs, et Ernest, qui avait pris sa serviette avec elle, contrairement aux autres. Soudain, Gilles est apparu sans se soucier de son magnum dévoilé, et a crié à Ernest de se débarrasser de sa serviette. Il a même modifié la constitution du royaume pour suivre son agenda, et a révélé qu'il avait créé les termes pour se rincer l'œil sur leur décolleté. Les garçons étaient d'accord avec lui, et ont encouragé Aratas à enlever sa serviette puisqu'elle portait son maillot de bain. Cela semblait étrange aux autres qui avaient vu Aratas en peu ou pas de tenue chaque fois qu'elle utilisait le pouvoir d'Asmodée, donc ils trouvaient bizarre qu'elle agisse si gênée. La protestation dura encore et encore jusqu'à ce que l'assistant de Gilles assomme le roi et le traîne à l'intérieur pour calmer son sabre pulsant. Avec lui hors de l'image, Aratas exhiba audacieusement son maillot de bain, mais Blade en avait assez entendu des autres. Jessica et Claire ont essayé de réconforter les garçons boudeurs par souci, mais chaque fois qu'elle parlait, elle remuait le couteau dans la plaie, les faisant fuir. Plus tard dans la soirée, Blade a rencontré les garçons et a essayé de les réconforter, mais il ne pouvait pas s'identifier à lui qui n'avait jamais perdu de bataille à l'académie auparavant. Clay et Cassim ont ensuite révélé qu'ils aimaient Claire et Jessica, mais Blade avait du mal à comprendre de quoi ils parlaient.
Kou est arrivé pile à l'heure et leur a conseillé de devenir plus forts s'ils voulaient que les filles tombent amoureuses d'eux. Ils étaient d'accord avec elle, après quoi elle leur a dit qu'ils avaient besoin d'un entraînement spécial de Blade. Pendant ce temps, Claire et Jessica se sont rencontrés dans la chambre d'Aratas et ont discuté de leurs inquiétudes pour les garçons qui continuaient à bouder après leur défaite. Alors qu'ils réfléchissaient à ce qu'ils allaient faire, Kou est arrivée et a conseillé de devenir plus forte, affirmant que les garçons préfèrent les filles fortes. Bien que les filles m'aient nié avoir de tels sentiments envers les garçons, elles ont décidé de poursuivre l'entraînement. Le temps passa et Blade forma les garçons, leur apprenant à manifester consciemment leur esprit combatif. Le jour de leur revanche arriva enfin, alors ils se rencontrèrent à l'arène et se connectèrent au monde virtuel où ils pouvaient se donner à fond. Avant que Blade ne commence le match, Ernest leur conseilla d'accepter calmement les résultats du match, quel que soit le résultat. Ainsi, le match a commencé avec les garçons esquivant et parant les attaques des filles comme s'ils affrontaient des boss de jeu démentiels. Ils ont également manifesté leur esprit combatif et lancé les éléments sur les filles. Sans qu'ils le sachent, les filles avaient également suivi un entraînement spécial et leur situation s'est renversée en un instant et les filles les ont facilement mis hors jeu d'un coup. Cette fois-ci, ils ont serré la main des filles et ont reconnu leur force, les remerciant de ne pas leur avoir facilité la tâche. Et ils ont juré de devenir plus forts, réalisant que Claire et Jessica ont été enseignées par les puissantes filles du rang avancé. Les garçons se sont plaints, mais Aratas les a rapidement interrompus en disant que c'était juste car ils avaient été enseignés par quelqu'un de supérieur. Elle a ensuite corrigé leur idée d'être plus forts que celui qu'ils aiment, alors qu'ils pourraient simplement faire passer le message en lui avouant leurs sentiments. Comme si elle se moquait de la paille et de la poutre, elle fixa Blade, réalisant qu'il serait trop prétentieux de penser qu'elle pourrait le surpasser et en même temps lui avouer ses sentiments. Peu de temps après, juste devant l'académie, les filles remarquèrent un robot mignon appelé Iona qui observait les étudiants. Claire s'y attacha immédiatement comme si c'était un sac de luxe en édition limitée. Sophie remarqua qu'il était là depuis environ une semaine et elles se demandèrent mais s'il attendait quelqu'un. Comme s'il les écoutait, il leur montra l'image de Blade qu'ils emportèrent avec eux à l'académie. Pendant ce temps, alors que Blade méditait pour renforcer son esprit combatif, Q lui sauta dessus, mais son énergie la repoussa, alors il se précipita pour vérifier son état et expliqua que c'était sa seule option, étant donné qu'il ne pouvait pas utiliser plus de 15% de son vrai pouvoir. Les autres filles sont arrivées, et en voyant Iona, Blade a choqué tout le monde en détruisant instantanément le robot d'une seule attaque. Fâché, Aratas l'a grondé pour avoir attaqué Iona, mais il lui a dit qu'il devait la détruire, l'appelant un gardien. Pendant qu'ils se disputaient, le robot a examiné Ernest de près et a décidé de se mettre à jour. Plus tard, il est apparu en ayant l'air d'une bombe, demandant si elle pouvait enfin s'occuper de lui puisqu'il aimait les femmes avec de gros seins. Blade l'a ensuite informé qu'il n'était pas fan de l'intelligence artificielle. Iona s'est vexé et a lancé une attaque énergétique sur lui, mais il l'a repoussé avec son épée et a enchaîné les attaques puissantes comme si on martelait la touche triangle sur une console. Agacé, Ernest lui a donné un coup sur la tête pour avoir rabaissé les filles robots, mais il l'a assuré qu'Iona allait bien et qu'elle apparaîtra comme avant. Et comme il l'a dit, Iona est venue ce soir-là. Et cette fois, Ernest a empêché Blade de l'attaquer. Ils ont vite appris qu'elle avait été créée pour se débarrasser de Blade, mais était actuellement chargée de l'observer. Claire a ensuite conseillé à Iona de s'allier avec eux si elle prévoyait de faire tomber Blade. Lorsqu'ils ont commencé leur plan après les heures d'école, ils ont appris que la raison pour laquelle Iona poursuivait Blade était parce qu'il avait infiltré ses défenses et continuait de profaner son territoire. Les filles lui ont lancé un regard accusateur, alors il a rapidement précisé qu'il s'était simplement introduit dans la zone qu'elle gardait et qu'il l'avait fait avec la clé maîtresse qu'il avait empruntée à Gilles. Curieux, ils se demandaient où et pourquoi il avait dû entrer sans permission. Alors Blade leur a dit qu'il avait accédé à la bibliothèque royale des livres interdits non loin de l'école et qu'il l'avait fait pour chercher des informations sur Asmodée. En réalisant que Blade avait fait tout ce chemin pour elle, Ernest devint rouge comme une tomate, mais Iona écrasa ses sentiments en l'informant que Blade avait enfreint la loi 13 fois de plus. Après qu'on lui ait dit combien de fois Blade avait bouleversé Iona, les filles l'ont réprimandé. Il est parti furieux et s'est dirigé vers son dortoir. Sophie est immédiatement partie à sa poursuite et a confirmé qu'il avait pénétré par effraction dans la bibliothèque en raison de ses fonctions en tant que grand héros. Il a également expliqué que des robots comme Iona stockaient leurs âmes ailleurs, ce qui expliquait pourquoi ils pouvaient continuer à détruire leur corps sans se sentir mal à l'aise. Sophie lui a alors demandé si sa position changerait s'il pouvait se débarrasser totalement d'Iona, et à ce moment-là, Blade a dit qu'il ne savait pas, après tout, il n'était plus le grand héros. De retour à la réunion, Elisa a trouvé une raison pour laquelle Iona ne pouvait pas vaincre Blade, disant que Blade était implacable parce que Iona ne mourait pas même lorsqu'elle était détruite. Ernest et les autres ont convenu que Blade pouvait parfois être froid et effrayant, donc Elisa a suggéré qu'il trouve des moyens de prévenir la défaite d'Iona. En quelques minutes, elle a proposé un plan qu'elle a appelé le Standalone Complex. Cela impliquait de mettre l'âme d'Iona en elle, ce qui la ferait cesser d'exister si elle était détruite, et pour cette raison, il se demande si Blade serait capable de l'achever. Après avoir mené à bien leur plan, ils ont organisé un match revanche dans l'arène. Là-bas, Iona lui a dit qu'elle pourrait mourir de façon permanente. Elle lui a laissé tâter avec l'excuse de prouver que son âme était en elle. Avec cela, le match a commencé et Blade s'est abstenu d'utiliser son épée, il s'est donc simplement évadé et a essayé d'utiliser la pression du vent pour la faire tomber. Enfin, à l'offensive après tout leur combat précédent, Iona s'est déchaînée sur lui, lui coupant le souffle et le frappant sévèrement.
À ce moment-là, qui était considéré comme la première fois dans leur académie, Blade a accepté la défaite. Plus tard, lors du déjeuner, ils ont remarqué qu'Iona avait commandé un festin pour célébrer sa victoire, mais elle a souffert d'un syndrome d'épuisement après avoir réalisé ses désirs de toujours. Elle leur a ensuite expliqué qu'il y avait un compteur qui décomptait parce qu'elle avait été déconnectée de l'ordinateur principal pour avoir négligé ses devoirs et volé de nombreux téraoctets d'informations. Elle croyait que la seule façon d'arrêter le compteur était d'avoir un autre maître. N'ayant pas d'autre choix, Blade a pris le rôle et depuis, il n'a eu aucune liberté à cause du robot qui se poussait et demandait des ordres. Sophie, quant à elle, s'est fâchée parce que Iona volait lentement non seulement sa vedette, mais aussi son personnage. Alors elle s'est disputée avec le garçon et a regardé Blade en espérant qu'il ferait quelque chose à ce sujet. Au lieu de cela, le garçon stupide a ordonné aux filles de ne pas lui causer de problème. Lorsqu'il est rentré dans le bâtiment, il a rencontré les filles en train de se disputer pour sa saucisse et elles se sont même battues dans l'arène pour elle, alors il les a giflées et leur a dit qu'elles étaient disqualifiées. Plutôt que d'y aller directement, ils ont décidé de rivaliser entre eux pour voir qui pouvait le plus plaire à Blade, alors ils l'ont aidé à prendre son bain et ont même décidé de le regarder dormir. Leur rivalité a ouvert un nouveau chemin d'amitié puisqu'ils avaient toujours été seuls et c'est grâce à Blade ils ont pu toucher de l'herbe et interagir avec les autres. La nouvelle sensation les enveloppait et ils se rapprochaient plus qu'il y a quelques jours. Le lendemain ils ont mangé, mais juste au moment où les choses semblaient revenir à la normale, Blade a eu une intuition, alors il a vérifié le compteur et a réalisé qu'il tournait encore. Elisa l'a examiné correctement et a réalisé qu'Iona avait 20 heures de vie restantes. Alors ils lui ont demandé comment elle aimerait passer ses derniers moments. Iona a alors répondu qu'elle aimerait les passer avec eux avant la détonation loin d'ici pour ne blesser personne à proximité. Ils ont rapidement organisé une fête de départ pour le robot qui se demandait si elle pouvait vraiment être avec eux. Sophie lui a ensuite conseillé de profiter du peu de temps qui lui restait autant qu'elle le pouvait. Plus tard dans la nuit, alors que la fête continuait, Iratus cherchait Blade mais ne le trouvait nulle part. Quand il restait 1 minute pour Iona, elle créa une barrière la séparant des autres, puis remercia Sophie pour tout, disant que c'était grâce à elle qu'elle avait pu devenir humaine. Sophie et les autres pleuraient tandis qu'Iona leur disait au revoir. Lorsque le compteur est passé à un seul chiffre, Iona a avoué qu'elle avait peur et ne voulait pas partir. Quand il a atteint 0, tout le monde a fermé les yeux s'attendant à un impact, mais à leur surprise, ils l'ont vu toujours là. À ce moment-là, Blade s'est frayé un chemin à travers le sol et Iratus est devenu victime de ses mains exploratrices. Iratus l'a attrapé, lui demandant où il avait été tout ce temps, et il a avoué qu'il était allé convaincre l'ordinateur central d'épargner Iona. Pour confirmer ce qu'il a dit, Iona a vérifié sa connexion et a vu qu'elle avait été rétablie avec sa mère. Alors que les autres célébraient, Sophie a dit à Iona de faire ce qu'elle voulait, alors en larmes, elle s'est précipitée vers Blade et l'a serré dans ses bras, enfouissant son visage dans sa poitrine. Comme d'habitude, Iratus s'est fâché en le voyant profiter de la volupté d'une autre fille, alors elle a crié qu'elle avait changé d'avis à propos de toute l'affaire car cela signifiait plus de concurrence pour la saucisse de Blade. Quelques jours plus tard, lors du Battle Royale de l'Académie Rosewood, un test pour évaluer la croissance de chaque élève a commencé, mais cela ne s'est pas passé comme prévu car Blade a écrasé les autres comme des cafards. Léonard, qui est le dernier homme debout, a assuré les autres d'une victoire tout en vantant ses capacités devant le décontracté Blade. Les mauvais perdants ont essayé de motiver Léonard et aussi de culpabiliser Blade pour qu'il perde le duel, mais il n'en avait rien à faire d'eux et voulait simplement continuer juste après le match. Léonard a juré de porter la victoire au nom d'Iratus, mais Elphaut a été surprise qu'il ne soit pas encore mis KO et cela a détruit ce qui restait de son estime de soi. Jessica et Ernest ont discuté de l'habitude de Blade de s'occuper des faibles en dernier, tandis que Maria encourageait Léonard peu de temps après. Léonard a chargé Blade, mais le Quicksilver de Walmart a esquivé son attaque avec aisance, le laissant manger sa poussière. Juste après la fin du combat, les autres étudiants sont partis ensemble et ont dit que c'était un résultat naturel. Après tout, un lapin ne peut pas gagner contre un tigre. Mais le pauvre gars amoureux a quand même essayé de rester fort avec la motivation d'Iratus. Malheureusement, elle était plus intéressée par manger des hot dogs que par lui prêter la moindre attention, et il a perdu ses derniers restes de confiance. Léonard a ensuite remercié Blade et a noté qu'il n'avait aucune chance contre lui. Pendant ce temps, Maria l'observait avec un visage troublé. De retour au dortoir de l'académie, Maria a brièvement entendu la voix de Mao sous la douche, affirmant qu'elle était un peu surprise. Pendant ce temps, dans la chambre de Léonard, il pensait à la force de Blade et tout comme le single de Kanye, il se demandait s'il pouvait vaincre Blade pour attirer l'attention de l'impératrice. Juste à ce moment-là, il a retrouvé sa confiance et a décidé de réparer son arme. Le jour suivant, Maria a rencontré Léonard dans la cour et lui a demandé s'il allait bien avec un sourire après avoir perdu contre Blade qu'il voulait vraiment vaincre. Léonard a dit qu'elle ne comprendrait pas et elle a affirmé que c'est frustrant parce qu'elle veut être aux côtés de Blade et non derrière. Léonard a remarqué ses sentiments, mais elle a rapidement tordu sa perception, affirmant que c'était la déclaration de rivalité de Mao. Léonard a demandé à Maria si elle voulait mettre fin à Blade, mais elle a rejeté l'idée et lui a dit qu'elle voyait comment il essayait de se rabaisser et ne pouvait pas supporter de le voir jeter son désir de rivaliser et de le vaincre. Instantanément, Maria s'est excusée d'avoir agi égoïstement, mais il l'a remercié et a déclaré qu'il devait vaincre Blade à tout prix, sinon Iratus ne ferait pas attention à lui. Maria l'encourageait joyeusement, disant qu'elle était avec lui, mais juste à ce moment-là, Elisa a interrompu leur conversation, les traitant d'idéalistes, et a demandé comment ils comptaient vaincre un tel super-organisme. Le nerd a suggéré d'utiliser sa matière grise, mais à ce moment-là, Dimao a échangé avec Maria et a demandé son identité.
Plus tard, Léonard a réuni le comité de suppression des super-organismes pour la première session et les a accueillis, mais Iratus a demandé pourquoi il était le président et en réponse, Elisa a demandé pourquoi il assistait. Tout comme les autres, Iratus a admis qu'elle voulait battre Blade à tout prix. Léonard a continué son discours contre les super-organismes, mais s'est rendu compte que certains membres n'étaient pas d'accord avec lui. Il a alors demandé des idées sur comment vaincre Blade, et Jessica et Claire ont suggéré de l'attaquer pendant son sommeil ou de l'empoisonner. Ernest a immédiatement rejeté leurs idées, les qualifiant de lâches, mais Elisa a rétorqué que c'est être un super-organisme qui devrait être considéré comme lâche et qu'il est naturel pour eux d'utiliser tous les moyens disponibles pour le faire tomber. Les autres ont été d'accord avec elle, et sentant la tension, Léonard leur a demandé d'affronter Blade avec tous les efforts qu'ils jugeaient nécessaires. Ainsi, ils déclarent leur vœu de vaincre Blade et ils ont acclamé à l'unisson. Quelques instants plus tard, Iratus a affronté Blade avec la lance de Léonard, mais il a facilement paré son attaque, ce qui a fini par endommager l'arme de Léonard. Plus tard, à leur prochaine rencontre, Léonard a fondu en larmes car sa lance était cassée et Iratus l'a remercié de l'avoir laissé l'utiliser. Jessica a ensuite affirmé que c'était son tour et est partie pour mettre son plan à exécution. Tard dans la nuit, elle s'est introduite dans la chambre de Blade, mais a été grillée par la fonction automatique d'Iona. Lors de la troisième session, Jessica a demandé à Iona pourquoi elle avait agi ainsi alors qu'elles étaient du même côté, mais Iona a blâmé la fonction et Léonard a déclaré qu'il irait ensuite. Plus tard ce jour-là, Léonard a confronté Blade en déclarant qu'il allait enfin la battre, mais Blade lui a simplement demandé s'il n'était pas déjà fatigué. Léonard a ensuite activé sa technique, mais la lance s'est désassemblée comme des briques de Lego et le lâche s'est effondré à nouveau en larmes pendant la quatrième session. Cependant, Maria a dit qu'elle les vengerait avec Mao et a commencé à traquer Blade. À la cafétéria, elle l'a trouvé insuffisant et Mao a essayé de l'attraper par derrière, mais elle a été assommée pendant sa présentation. Quand ce fut le tour de Sophie, elle affronta Blade à la loyale, mais il évita facilement son coup de pied et la frappa si fort qu'elle changea d'avis pendant la sixième session, disant qu'elle était heureuse tant que Blade l'était aussi. Juste après, Claire essaya de le frapper par derrière avec sa massue, mais elle trébucha sur son pied et s'étala par terre. Cassim et Clay ont également essayé des tactiques sournoises, mais Blade n'a pas bronché. Les autres membres du comité ont essayé tous les moyens sournois, mais ils ont échoué à vaincre le super-organisme. Ernest a même essayé pierre-papier-ciseaux, mais a perdu chaque match jusqu'à ce qu'elle se blesse à la main et soit moquée par le médecin. Réalisant qu'ils ne pouvaient pas le battre dans des concours physiques, ils se sont tournés vers des concours d'endurance, mais Blade continuait à les battre à chaque rencontre. Lors de leur 11e rencontre, Ernest s'est beaucoup plaint et a proposé l'idée de tirer au sort avec uniquement des pertes écrites sur les cartes. À ce moment-là, Léonard leur a demandé s'ils pouvaient se rappeler de leur objectif initial, alors que les autres avaient du mal à se souvenir de ce que c'était. Eratis leur a rappelé son désir de gagner contre Blade. Léonard était d'accord avec elle, et comme One Piece, il se demandait si la victoire pouvait être les amis qu'ils se sont fait en chemin. Les autres étaient plutôt d'accord avec lui, sauf Eratis, qui était épuisé et débordant de haine. Iona a alors fait une suggestion, mais aucun d'eux n'a pris son idée au sérieux. Au lieu de cela, ils ont fait une référence à Evangelion à partir d'elle, applaudissant et décidant de l'utiliser comme otage. L'idéalisme de Léonard s'est immédiatement manifesté, et il s'est senti mal de ne pas pouvoir affronter Blade de manière honnête. Mais Ernest a détruit ses idéaux chevaleresques, avec sa passion débridée, déclarant qu'elle boirait de l'eau de marée si nécessaire pour faire tomber ce moteur de triche. Sa passion a motivé les autres, et elle a pris la tête de la réunion. Le jour suivant, alors que le docteur donnait une conférence aux étudiants sur la magie de guérison, Blade remarqua que certains étudiants étaient absents. Rapidement, Eratis essaya de trouver une excuse et faillit révéler leur secret, mais Jessica l'arrêta rapidement avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, et Claire vint à leur secours. Quelques secondes plus tard, 3 mousquetaires ont fait irruption dans la salle de classe et Ernest a affirmé qu'ils étaient des terroristes. Malheureusement pour eux, Blade n'avait aucune idée de ce que signifiait ce terme et ne pouvait pas comprendre l'explication de Sophie. Mais quand Ernest les a appelés les méchants, tout s'est éclairé. Le terroriste a enlevé le docteur et ils ont ordonné aux étudiants peu concernés de quitter la salle de classe. Blade, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait, a essayé de partir avec eux, mais Arata l'a arrêté et lui a demandé de sauver l'otage. Le médecin se demandait d'abord ce qui se passait, mais après que ses ravisseurs l'aient informé, lui demandant de jouer le jeu avec leur plan, elle a parfaitement joué le rôle d'une demoiselle en détresse, et cela a donné envie aux filles d'échanger leur place avec elle pour que Blade puisse les sauver. Après beaucoup de marchandage, Ernest a joyeusement échangé sa place avec elle. Entre-temps, Queefed a mal interprété le sens de l'otage et il n'a pas pu comprendre le concept, alors il les a simplement regardés l'insulter l'un après l'autre. Ils lui ont ensuite rappelé de prendre les choses au sérieux et lui ont demandé de les sauver à nouveau. Blade était très confus, alors il a révélé l'identité des terroristes, se demandant qui et pourquoi ils portaient des masques. Ils lui ont demandé depuis quand ils savaient qui ils étaient et il a dit depuis le tout début. Après tout, il connaissait la façon dont il marchait et parlait. Léonard et les deux autres étaient frustrés, mais Cassim a remarqué qu'il pouvait continuer le plan, alors il a pris quelques otages. Mais les filles l'ont assommé avec colère. Léonard a affirmé que Blade était vulnérable aux otages en utilisant le scénario d'Iona, et lui a ordonné d'admettre sa défaite, ce que les autres ont également réclamé. Rapidement, il a mis une épée sur le cou d'Eratis, et son regard est devenu sérieux. Les filles ont ensuite harcelé Blade, se demandant ce qu'il ferait.
Instantanément, Blade a lancé une attaque de vent qui non seulement a détruit leurs armures de complot, mais s'est également débarrassé de l'arme de Léonard. Comme si cela ne suffisait pas, il leur a expliqué le principe de la technique. Ernest avait perdu patience à ce moment-là, alors elle a ordonné à tout le monde de l'attaquer en même temps, mais Blade s'est occupé d'eux sans effort. Il a conclu que c'était un jeu d'imagination, mais cela a frustré les autres, qui ont finalement perdu l'intérêt de le vaincre. Encore affamé, il leur a demandé de continuer, mais ils ont tous refusé. Contrairement aux autres, Eratis a refusé d'abandonner, et la 334e session a commencé. Léonard a essayé de garder tout le monde sur la bonne voie, mais Elisa a suggéré qu'ils abandonnent, et il a réalisé que seul Eratis était motivé. Les autres filles ont remarqué qu'il essayait tellement de lui plaire, et elles ont eu pitié de lui parce qu'elle était seulement obsédée par être la première en ligne pour ressentir le marteau de Blade. Blade et Ernest ont pris de la nourriture à la cafétéria et ont remarqué certains étudiants célébrant l'anniversaire de leur ami. Le crétin ignorant, qui n'a pas eu la meilleure enfance, a demandé ce qui se passait et elle lui a dit ce que c'était, mais a réalisé qu'il ne savait rien de la célébration ni du jour de sa naissance. Quelques instants plus tard, les filles ont organisé un goûter dehors et Eratis leur a parlé de sa découverte. Dionne, qui était avec elle, a avoué qu'elle ne connaissait pas non plus l'âge exact de Blade car il pouvait déjà se tenir debout et marcher quand il a été trouvé. Elles ont toutes essayé de déterminer sa date de naissance, mais ce n'était que des suppositions. Selon les rumeurs, il aurait reçu le nom de Blade parce qu'on l'a trouvé tenant une épée. Cela étant réglé, il se demande quoi lui offrir comme cadeau, donc Ernest a suggéré de lui offrir du curry tonkatsu, son plat préféré. À leur surprise, Gil est apparu et a soutenu l'idée du repas. Mais les filles ne voulaient pas donner à Blade quelque chose qu'il pourrait obtenir à la cafétéria. Gil leur a alors dit qu'il pouvait rendre le repas spécial en le préparant avec des ingrédients spéciaux. Avec cela, il a emmené les étudiants au garde-manger royal qui ressemblait à une autre dimension différente de leur pays. Ils devaient manger de la nourriture délicieuse tout en recevant une formation pratique. Blade a demandé plus d'informations pendant que certaines filles discutaient de l'emplacement possible du monde ouvert auquel les portes menaient. Le roi a déclaré qu'il ne pouvait pas partir tant qu'il n'avait pas rempli certaines conditions et Sirène a lu la condition absurde. Dionne a parlé des ingrédients exquis préservés et de l'espace vaste, et le roi a ordonné de réduire les plantes et animaux sauvages, tuant ainsi 2 oiseaux d'une pierre. Blade a noté que c'était une mission pour un groupe de guerriers de niveau héros, et a essayé d'obtenir le soutien d'Eratis. Mais elle a motivé les autres, qui ont immédiatement commencé la mission avec de la détermination. Les étudiants se sont rapidement adaptés au mode de vie de la jungle, et ont créé un campement semblable à ceux de l'Antiquité. Jessica se balançait comme Tarzan, et a dirigé un animal sauvage vers un piège, mais il l'a quitté et a commencé à poursuivre Claire à la place. Léonard a essayé de la sauver, mais la bête l'a frappé violemment. Maria s'est transformée en Dimmu pour combattre, et elle a immédiatement vaincu la bête après avoir remarqué l'arrivée de Blade, et ils ont obtenu de la nourriture. Plus tard dans la journée, ils ont ramené le jeu à la colonie, et après un court moment, Blade a remarqué que tout le monde s'amusait à travailler ensemble dans ce décor ancien. Il a souri en voyant Eraste donner des instructions aux autres, et est parti continuer ce qu'il avait prévu de faire. Le soir, Blade a pris un bain dans la forêt et s'est demandé si c'était la première bonne décision que Gil avait prise. Peu de temps après, Eratis l'a rejoint, lui demandant de ne pas le fixer. Contrairement à tous les autres garçons adolescents, Blade a tenu sa promesse. Elle remarqua alors les cicatrices sur sa poitrine et lui demanda comment était son enfance. Blade expliqua alors qu'il se battait chaque heure de la journée pour sa vie. Prenant conscience de la difficulté qu'il avait dû traverser, elle a touché les cicatrices et s'est rapprochée de lui. Heureusement, Claire est arrivée en courant, l'empêchant de tomber enceinte cette nuit-là. Quelques jours plus tard, les étudiants avaient non seulement construit des colonies, mais avaient établi un très bon mode de vie. Léonard se demandait combien de calories ils avaient consommé, et Iona leur a immédiatement donné un aperçu détaillé de la distance parcourue et a déduit la date d'achèvement grâce à sa mémoire informatisée. Gil est arrivé, heureux de leur avancement, et a félicité leur performance lors du test de survie. Mais les étudiants se sont rendus compte qu'il avait oublié l'objectif initial, alors il s'est immédiatement coordonné et a continué son discours lié au test. Il leur a montré des affiches détaillées et a affirmé qu'il avait préparé un défi spécial. Il a jeté les affiches au hasard dans la foule et a demandé s'ils étaient prêts pour le défi. Blade a remarqué la montée de morale de ses amis et s'est demandé en quoi les ingrédients sur les affiches étaient différents de ceux qu'ils avaient affrontés jusqu'à présent. Peu de temps après, les étudiants ont affronté un monstre chou dans une grotte et il a attrapé Iratus avec ses tentacules. Mais elle les a facilement tranchés. Maria a ensuite lu les informations sur l'empereur Chou sur l'affiche et a noté qu'il avait subi une évolution adaptative. Les attaques offensives du monstre ont été facilement bloquées et Iratus a essayé de le brûler jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres, mais Sophie l'a arrêté parce qu'elles en avaient besoin cru. Iratus a ensuite rassemblé son équipe et chargé le monstre, mais Léonard a éjecté Blade de son chemin comme un PNJ inutile. Ils ont vaincu l'empereur Chou et Blade se demandait pourquoi ils étaient si motivés. Les étudiants ont poursuivi leurs recherches et ont découvert le maïs boxer. Et Blade a essayé de l'affronter avec une épée, mais a été arrêté par Sophie qui lui a donné des gants de boxe à utiliser. Maria a lu les exigences pour le capturer, et Blade a essayé de se faire remplacer, mais le monstre lui a fait abandonner l'idée et le match de boxe a commencé. Peu de temps après, le monstre a été vaincu, mais Blade avait l'air que son jouet préféré avait été écrasé par une voiture.
Alors qu'ils continuaient, ils ont rencontré d'autres monstres et sont arrivés dans la zone où ils ont cueilli des monstres piments avec une épice vraiment forte se répandant dans l'air. Ko, quant à lui, a emmené Maria et Elisa dans une plantation de tournesols où elles ont été grillées par les nombreux rayons laser libérés par les tournesols, et Elisa a immédiatement lu les informations sur les monstres. Maria s'est transformée en Mao et a chargé les monstres pendant qu'Elisa les encourageait. Pendant ce temps, Blade et les autres ont découvert de grandes carottes, et il a essayé d'en tirer une, mais elle a poussé un cri strident. Ernest l'a arrêté et a lu des informations importantes à ce sujet, mais Yona les a sorties car elle ne pouvait pas être affectée par les malédictions. La carotte a crié, et les oiseaux et les arbres à proximité ont dépéri. Plus tard dans la journée, ils ont déplacé la carotte à la base, et Iratus a réalisé que Blade n'aimait pas les carottes. La nuit, ils ont tenu un banquet et Jill a reconnu les efforts des étudiants dans le garde-manger royal et a déclaré qu'il ferait face au dernier ingrédient ensuite. Le jour suivant, ils sont arrivés à la base d'un arbre massif et Yona a noté que c'était l'endroit avec les nutriments les plus riches. Peu après, le roi des bêtes est apparu, et Sophie a lu les informations vagues à son sujet. Jill a regardé avec excitation, et Dion a encouragé Blade. À leur surprise, le roi des bêtes a été écrasé comme un insecte immonde par une plus grande menace, le Behemoth. Bien qu'il ressemble à une catastrophe sortie de Jurassic Park, le roi leur a ordonné de le vaincre, affirmant que sa viande est plus savoureuse. Comme s'ils étaient possédés, les étudiants étaient enflammés par ces affirmations et ils ont commencé leurs attaques, mais cela n'a eu aucun effet. Behemoth en a facilement renversé plusieurs, mais il continuait d'essayer. Il a préparé une attaque de souffle et Léonard l'a bloqué avec son sort défensif. Ernest a laissé le reste à Blade et il a demandé l'aide de Dimao parce qu'il ne pouvait pas le vaincre avec la quantité de pouvoir qu'il avait débloqué. Il lui a donné son énergie spirituelle, mais elle l'a embrassé pour la collecter plus rapidement. Ensuite, les autres leur ont acheté quelques secondes et le duo a tranché Behemoth comme du beurre avec la technique de la lame démoniaque. Blade était allongé sur le sol épuisé et a déclaré qu'il avait faim tandis que les autres étudiants célébraient leur victoire. Plus tard dans la journée, le médecin a dit à Blade que sa force avait augmenté de 18% et elle a énuméré les raisons possibles de cette augmentation. Il est ensuite parti chercher de la nourriture, mais a fait irruption dans sa fête d'anniversaire. Ernest et ses autres amis ont expliqué ce qu'était la célébration et lui ont offert du curry tonkatsu fait avec des ingrédients du garde-manger royal. Le roi s'est montré et a demandé s'il était amusé, mais ses yeux se sont illuminés car il n'avait jamais ressenti de tels sentiments. Peu après, il a pleuré toutes les larmes de son corps en savourant le délicieux repas. Un jour fatidique, Clay a pratiqué la compétence Dragon Smash et Cassim l'a complimenté. Mais Sophie est arrivée et a recréé la compétence à un niveau complètement nouveau. Blade a reconnu que c'était ainsi que la compétence idéale devait être et les deux autres l'ont félicité. Mais à la surprise générale, une autre Sophie est apparue et a confronté l'imposteur. Après avoir attiré l'attention, l'imposteur s'est échappé et a laissé tout le monde stupéfait. Plus tard dans la journée, l'imposteur a sauté sur les toits comme un personnage de Super Mario et est arrivé dans un entrepôt secret où se trouvaient d'autres sosies de Sophie. Elle a été appelée Anne par les autres clones qui avaient différentes personnalités psychotiques et ils ont demandé des nouvelles de sa mission. Elle a donné quelques excuses valables, mais le clone condescendant, 3, a affirmé qu'elle avait échoué, et Un a ordonné au clone avide de bataille, 5e, de frapper le casse-pied. Après avoir échoué à expliquer avec des mots, Dux a embrassé Un pour recueillir des données empiriques par contact muqueux, et les baisers ont continué. Ils ont vu ce qui s'est passé à l'arène et ont immédiatement cuisiné Un parce qu'il se fichait totalement d'enseigner Dragon Smash aux autres. Le lendemain, Jessica a montré une nouvelle compétence d'arme et a loué l'invention prototype d'Elisa après avoir grillé le mannequin d'entraînement. Blade a essayé de normaliser la capacité, mais Elisa s'est emportée contre lui parce qu'il était le seul anormal. Soudain, Duke est arrivé à l'arène et a fait des demandes absurdes avant de défier Blade pour un combat. L'affrontement a créé des ondes de choc et Deus s'est retiré quand Sophie est arrivée. Au déjeuner, les étudiants ont discuté du récent problème de Sophie et Iratus s'est demandé si elles étaient les sœurs de Sophie. Les autres ont noté qu'elle avait adopté la personnalité non réfléchie de Blade et elle est immédiatement passée en mode impératrice en un clin d'œil. Juste à ce moment-là, Althea a suggéré que les sosies voulaient vraiment tuer Blade, mais les autres étudiants ont normalisé cela parce qu'ils avaient tous la même idée en tête. Ernest a conclu peu après qu'ils étaient des assassins et Sophie a déclaré qu'elle protégerait Blade. De retour à la base des doppelgangers, Sinke s'est moqué des autres parce qu'ils n'ont pas réussi à tuer Blade, mais ils ont inventé des excuses pour se sentir mieux. Un homme louche les a convoqués et les a exhortés à prouver la validité de ses recherches en mettant fin au grand héros. O et les autres filles ont reçu l'ordre et sont immédiatement parties pour annihiler Blade. Cette nuit-là, Sophie est entrée dans la chambre de Blade, ce qui a déclenché les défenses d'Iona, mais elle s'est arrêtée après avoir confirmé son identité. Iona lui a assuré la sécurité de Blade, mais a suggéré qu'elle dorme dans la pièce pour augmenter le niveau de sécurité. À sa surprise, Sophie a rejeté l'offre et a déclaré son intention de protéger Blade à sa manière. Elle a quitté la pièce et a rencontré Yoon, qu'elle a essayé de dissuader. Mais Yoon a priorisé la mission et l'a attaqué à la place. Sophie a bloqué son attaque, l'a renversée et l'a montée dans un style de lutte au sol, mais s'est arrêtée juste avant de frapper. Elle l'a relâché, et Un a déclaré qu'ils attendraient dans l'ombre pendant qu'elle faisait le retrait légendaire du méchant. Le lendemain, les étudiants ont amené Sink dans un monde de réalité virtuelle et ont obtenu des informations importantes d'elle parce qu'elle avait un QI très bas.
Alors que le psychopathe les poursuivait, Eratis a exhorté Blade à s'en tenir au plan, mais une pierre lui a frappé la tête. Il a trébuché et Sync lui a donné une raclée sous les yeux de ses amis. Après être sortis du monde virtuel, les autres ont réveillé Blade et Elisa a expliqué que leur plan avait réussi parce que Sync était parti en pensant que tout était réel. Plus tard dans la journée, Sync a traversé les murs comme Hulk de Temu et a poursuivi Blade après s'être rendu compte qu'elle avait été trompée. Blade a couru dans le couloir et Yona lui a expliqué les dégâts du bâtiment, mais ils ont été interceptés par un autre sosie. Ils l'ont évité et Yona les a provoqués pour qu'ils continuent la poursuite. Entre-temps, Ernest a préparé les mages qui ne semblaient pas confiants dans leurs capacités, et Blade a conduit les sosies sur leur chemin. Les mages ont lancé leur sort, mais cela ne les a pas arrêtés, et Ernest a ensuite essayé son sort qui a arrêté Dox. Blade par contre a heureusement empêché Sync de frapper Ernest, et elle a noté qu'il pouvait aussi utiliser la magie. Cependant, le duo s'est tenu la main pour créer un immense trou noir qui a aspiré tout ce qui était à proximité grâce à leurs compétences artificielles de grands héros. Les élèves ont essayé de résister, mais ont réalisé qu'il n'y avait pas de limite de temps. La compétence a failli aspirer certains mages, mais Blade les a sauvés. Sophie est arrivée juste à temps et a créé un mini trou noir qui a aspiré le plus grand et elle l'a caché dans ses paumes, mais elle a perdu connaissance à cause de l'effet. Comme un homme avec du style, Blade l'a rattrapé avant qu'elle ne touche le sol et à ce moment-là, il a vu les 5 autres sosies qui le fixaient avant de s'éloigner avec leurs homologues inconscients. Plus tard dans la journée, Sophie a repris conscience et Blade lui a offert des pommes qu'il avait coupées comme elle les aimait. Elle les a mangées et a demandé les victimes et a appris que personne n'était mort. Il lui a tout expliqué et lui a dit de ne pas s'inquiéter, mais elle s'est quand même excusée pour avoir causé des problèmes. Il a ensuite demandé les sosies et elle lui a expliqué comment ils avaient été créés avec la même technologie qu'elle par le projet Grand Héros Artificiel. Sophie a affirmé que le roi l'avait sauvé et appelé Blade son salut, mais les sosies n'avaient personne pour les sauver. Blade se sentait à nouveau mal et s'est excusé de les avoir fait traverser de telles choses horribles en tant que grand héros et espérait devenir amie avec les sosies aussi, mais elle a déclaré que cela ne serait pas possible. Elle a expliqué les modifications que les filles ont subies, auxquelles elle a échappé, et comment la programmation les contrôlait pour toujours essayer d'envoyer le grand héros dans les profondeurs du Tartare. Il a remarqué qu'elle pleurait et lui a donné un câlin vraiment chaleureux dont elle avait désespérément besoin. Cette nuit-là, Blade a dormi à son chevet, mais elle est partie en secret sans rien dire. Plus tard, Gilles a convoqué les étudiants dans son bureau et leur a annoncé le retrait de Sophie de l'académie. Eratis s'est emporté contre le roi pour l'avoir laissé partir, mais Blade a souligné que le roi n'en était pas non plus content. Le ton d'Eratis a complètement changé et elle a déclaré qu'il la ramènerait, mais il a demandé s'il savait où elle se dirigeait. Blade a supposé qu'elle chercherait ses sœurs et Jessica a sorti une note contenant des informations importantes. Ils ont décidé de commencer leur quête, mais le roi les a arrêtés et a demandé s'ils connaissaient ses véritables intentions. Il a expliqué comment elle ne voulait pas les impliquer car le seul moyen d'arrêter les sosies est de les éliminer. Avant de partir, il a demandé aux étudiants d'y réfléchir à nouveau. Le lendemain matin, Ku et Yona ont rejoint Blade à la recherche de Sophie et Dimmu est arrivé plus tard. Ils s'étaient préparés à partir à l'aube, mais ont rencontré les autres étudiants qui les attendaient à la porte. Blade s'est excusé d'être en retard et ils ont commencé leur opération pour ramener Sophie à l'académie. Sophie est arrivée à la base des sosies et est entrée dans l'entrepôt pitoyable. Mais il était vide. Elle est partie et a remarqué qu'Eratis approchait de la zone sur un monstre volant, mais elle l'a ignoré et a essayé de partir. Eratis a informé Elisa et a tenté de communiquer avec Sophie, mais le méchant qui ne voulait pas prêcher a demandé à Eratis de la laisser tranquille. Prenant conscience de la détermination d'Eratis, Sophie a révélé la vérité sur le fait qu'elle était le 12e sujet de test du projet Eros artificiel et comment, malgré l'arrestation des personnes impliquées dans le projet, l'apparition des doppelgangers montrait que quelqu'un avait continué la recherche. Eratis a demandé pourquoi des gens en voulaient à la vie de Blade, mais a tiré sa propre conclusion que les autres ont comprise. Sophie s'est excusée de les avoir impliqués et a essayé de rompre son lien avec eux pour les protéger, même au prix de sa propre vie. Mais Eratis l'a réprimandée à la place. Après avoir remis Sophie sur la bonne voie, Blade a déclaré qu'ils n'auront pas besoin de tuer les doppelgangers, mais Sophie a expliqué comment leur programmation neuronale fonctionnait et a souligné que les doppelgangers n'ont pas beaucoup de temps non plus. Blade a dit qu'il n'avait pas de plan mais voulait quand même les sauver et il a demandé aux autres de l'aider. Ils ont accepté et il a laissé la planification à Elisa qui a affirmé en avoir déjà fait un. En même temps, à la nouvelle base, Un a réveillé les sosies inconscients avec des menaces et leur créateur louche a réitéré leur objectif. Peu de temps après que les deux autres soient entrés dans la pièce, ils ont montré à Uncrola la lettre de défi qu'ils ont trouvée à l'extérieur et ont deviné que c'était un piège. Mais elle a lu le contenu et a décidé de mettre fin aux choses. Cependant, Blade attendait dans l'arène prêt pour le combat et les autres regardaient depuis les gradins se demandant si les sosies répondraient au défi. Mais Sophie a affirmé qu'ils le feraient. Quelques secondes plus tard, Ku a détecté les odeurs des doubles et Iona a confirmé leur arrivée. Blade les a accueillis et a espéré devenir ami avec eux, mais les visiteurs hostiles ont déclaré leur intention de l'effacer de l'existence. Le combat 5 contre 1 a commencé et Elisa a dit à Blade de supporter leurs attaques tout en essayant de réduire leur énergie. Mais le soi-disant super-organisme a eu du mal à suivre le bombardement.
Pendant ce temps, Dion et Sirène coordonnaient les plans élaborés pour capturer les Soci et l'entité leur donnant des ordres. Mais le roi inutile appréciait l'excitation de l'exercice. Elisa a donné des assurances à Blade, mais il a été désarmé par les frappes incessantes. Et Eratis a ressenti l'envie de l'aider, mais Sophie l'a arrêté. Ils ont décidé d'avoir foi en lui et il a repoussé les 5 avec une barrière magique. Son état critique a frustré Eratis. Au dernier moment, les sosies ont commencé à utiliser leurs pouvoirs spéciaux pour attaquer Blade. Juste à ce moment-là, ses amis lui ont lancé des capsules contenant leurs compétences ultimes, et il les a insérées dans son épée pour contrer certains des pouvoirs spéciaux des adversaires. Son épée s'est désintégrée au 3e tour, le laissant vulnérable aux attaques qui arrivaient. Blade a alors exigé la capsule d'Eratis, mais il a été interrompu par le clone psychotique, Sync, qui ne pensait qu'à tout détruire. Sophie est immédiatement intervenue pour le sauver, a récupéré la capsule d'Eratis et a offert sa vie pour lui. Il a contré le pouvoir spécial de Sync grâce à la technique de Sophie et a récupéré la capsule d'une d'elles. Il a confronté Une et a bloqué son pouvoir spécial avec le sort d'Arata dans la capsule. Quand le soleil s'est levé, Une a déclaré que son temps était écoulé et son bras est tombé avant qu'elle ne s'effondre. Blade s'est précipité à ses côtés et elle l'a informé qu'elle avait jusqu'au coucher du soleil, ce qu'il a relayé à Elisa. Elisa a examiné les documents qu'elle a découverts sur eux et a deviné que les jours du double sont limités à 14. Claire a essayé de guérir Un, mais cela n'a pas marché. Et Elisa a expliqué pourquoi cela n'a pas fonctionné. Elle a également déclaré qu'ils avaient trouvé leur créateur, mais qu'il était déjà mort au moment où les filles sont nées. Frustrée, Elisa s'est excusée car sa science ne pouvait rien faire avec le temps limité qu'ils avaient. Mais Sophie a demandé à Blade de rassembler toutes ses sœurs. Quelques instants plus tard, Sophie a tenu Un et a affirmé qu'il y avait un moyen de les sauver. Mais Un n'était pas intéressée à vivre parce qu'elle avait échoué dans sa mission. Blade leur a fait croire qu'elle pouvait le surpasser et les sœurs épuisées ont décidé de rester motivées. Un a utilisé son pouvoir spécial et Sophie a demandé à Blade de le contrôler et il a transféré leur conscience à Sophie. Le jour suivant, Blade s'est réveillé à l'hôpital et Un lui a rendu visite à travers Sophie. Elle espérait qu'il irait mieux et a juré de le terminer, mais il a demandé des nouvelles des autres à la place. Unen a répondu qu'il voulait lui parler et a immédiatement transféré sa conscience à Sophie. Il a demandé si elle allait bien et elle a affirmé, comparant sa situation à avoir 6 enfants. Mais il se demandait pourquoi c'était 6 et non 5. À l'arène, les étudiants ont affronté un dragon, mais il les a facilement repoussés. Kyush s'est transformée en sa forme de dragon et a essayé de se battre, mais elle a perdu le concours de force. Comme d'habitude, l'a vue garder le roi en haleine, tandis que le médecin demandait à ses assistants l'état du monstre. Après le briefing, elle a conclu qu'elle serait occupée après l'exercice puisque le roi avait un faible pour regarder son élève se faire battre par des monstres. Le dragon assomme coup et Ernest le bombarde avec ses techniques. Mais Asmodeus ne pouvait pas tenir après un certain temps. L'insignifiant Léonard a fait de son mieux, mais il a été battu par le dragon. Sophie a attrapé son arme et a utilisé le pouvoir de toutes les personnalités en elle, mais cela n'a eu aucun effet. Les autres étudiants ont tenté leur chance, mais ils ont tous échoué. Et Sirène se demandait si c'était une mauvaise idée, mais le roi leur a dit de ne pas s'inquiéter. Comme Gilles l'avait anticipé, Blade est intervenu et l'a vaincu d'un seul coup. Cela a rendu ses amis furieux contre lui et ils l'ont appelé un super organisme car il était une machine de triche vivante. Nous sommes arrivés à la fin de ce joli récapitulatif. Commentez votre meilleure fille et si vous êtes d'accord avec moi pour dire que le docteur avait de meilleures chances, expliquez pourquoi et quel est le prochain anime que vous aimeriez que je récapitule.